Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova. Au programme de la musique et de la conversation et la possibilité de se rouler dans des liasses de billets, puisque c'est tout à fait ce que moi je ferais après un braquage. Bon, c'est d'ailleurs pour ça que 1, on me recrute pas, 2, on n'adapte pas mes idées au cinéma. Mon invité, lui, a bon goût, beau jeu et sait choisir ses scénarios pour les séries à lui. Engrenage, Mafiosa, En thérapie, pour le ciné, comment l'oublier, dans Un prophète. Zero Dark Thirty, Hippocrate, qui lui a valu un César. Django, L'amour flou, Hors norme, Les promesses, Omar la fraise, et ce n'est là qu'une toute petite partie de la filmo de ce comédien d'exception. Si, j'insiste. Il est à l'affiche de l'ultime braquage de Frédéric Louis. Alors, je sais là où ma prononciation va être compliquée. Havid ou Ravid ou Ovid. Ce sera même assumé dans les salles et vous aurez donc reconnu la voix de Reda Kateb. Bonjour. Bonjour. Et merci de passer par ce studio. Merci de Alors, recevoir. mes connaissances en danois sont très limitées. C'est pour ça que j'ai un problème de prononciation. Je vous rassure, les miennes le sont aussi. Alors, H-V-I-I-D. Voilà, c'est pour tous les gens qui auraient besoin de chercher. Voilà. Le film a été présenté en festival. Tu as accompagné, je crois, à Toronto, notamment. Toronto, oui, Comment oui, a-t-il été reçu ? Il a été très bien reçu. Ouais. C'est donc un film danois de ce réalisateur, ce jeune réalisateur Ouais. que je trouve vraiment très talentueux. Toronto, c'est un peu le festival des Américains, en fait. C'est un peu le début de leur route des Oscars. Donc, Ouais. c'est difficile de s'y faire une place en tant qu'Européen. J'y suis allé plusieurs fois avec des films français et on a l'impression que voilà, on va revivre un peu ce qu'on peut vivre à Cannes lorsqu'on présente un film et puis on se retrouve dans un centre commercial à présenter un film dans un petit endroit et tout. Et là, non, on a eu des belles salles de projection bien remplies avec des très beaux retours de presse et puis les Américains qui disaient mais vous avez réussi à faire ce film avec ce budget. Ils Ouais. étaient très surpris et c'est vrai qu'il y a une grande inventivité, notamment chez ces réalisateurs danois. Ce film, on va évidemment en parler. Je vais d'abord te poser la question rituelle de cette émission. Quelle place prend la musique dans ta vie de tous les jours ? Elle est partout. Elle est partout et même dans le silence. Enfin, en tout cas, je trouve que oui, le rythme et la musique m'accompagnent en permanence. Ça t'aide dans ta pratique de la comédie ? Certainement, Ouais. mais ça m'aide avant tout dans la vie. Donc Ouais. j'imagine aussi dans le jeu, mais j'ai pas de pratique volontaire. De temps en temps, peut-être, je peux me mettre des musiques pour me mettre un peu dans un mood avant une scène, mais c'est pas quelque chose que j'organise et que je méthodologise, quoi. Ouais, c'est pas rituel, quoi. Très bien. Pour démarrer cette émission, j'ai choisi Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Le score sur Radio Nova. Nina Simone sur Nova et Nina Simone spécialement choisie pour Reda Kateb. Est-ce que je te demande de réexpliquer pourquoi Nina Simone De raconter l'histoire du chewing-gum de chewing-gum Nina Simone. Bah ouais. Allez, d'accord, une fois Allez, de plus. s'il te Allez, plaît. encore une fois. Mais ce sera la dernière, hein, je D'accord. le dis officiellement. Non, je porte autour du cou un petit chewing-gum, une petite reproduction d'un chewing-gum de Nina Simone. Ouais. Qui m'a été offert par Warren Ellis, un ami musicien. Collaborateur de Nick Cave, entre autres. Voilà. Juste pour n'en citer qu'un comme ça. Voilà, qui joue avec Nick Cave, qui compose, qui a aussi composé des musiques de films, qui m'avait fait l'amitié de composer la musique d'un petit court-métrage que j'avais fait il y a une dizaine d'années, qui s'appelait Pitchoun, sur mes aventures de clown au salon du camping-car. Et donc, qui un jour m'a offert cette reproduction du chewing-gum de Nina Simone, et qui a écrit un livre dans lequel il raconte l'histoire de ce chewing-gum qu'il a récupéré sur un piano dans un club à Londres où il jouait avec Nick Cave derrière Nina Simone dans un moment où elle avait pas trop le moral, elle était dans une phase assez dépressive, dans l'alcool et tout, et puis tout le monde pensait qu'elle allait pas assurer son concert. Et elle est venue toute voûtée, vraiment l'air très fatiguée. Elle s'est assise au piano, elle a posé son chewing-gum, elle s'est redressée et elle a fait un concert extraordinaire. Ouais. Et donc, cette relique de chewing-gum raconte un peu ce passage du monde réel à la scène et de ce que ça nous donne comme force de rentrer dans ce monde-là.
Et puis c'est une relique d'une des plus grandes chanteuses de l'histoire de l'humanité. C'est chic, je dois dire. Ouais. On parle aujourd'hui de L'Ultime Braquage, le deuxième long métrage de Frédéric Louis Havid. Je prononce mal, c'est un réalisateur danois et je m'en excuse s'il nous écoute. C'est le 28 mai dans les salles. Le film s'ouvre sur une séquence complètement folle. Un plan séquence à l'intérieur d'un fourgon en train de se faire braquer. Je vous en dis pas plus. 1 an plus tard, l'un des organisateurs du braquage, Slimani, a un autre coup à organiser. Casper? I need someone I can trust. Big money, 50. Nobody's done this before. Quite once. In Copenhagen, 20% of the transactions in the city goes there. We just need 16 minutes. I need guns. I want him. Too scared of becoming a loser, maybe? L'organisateur avec cet anglais parfait, c'est toi, Reda Kateb. Le tout est inspiré d'un fait divers qui fait figure de trauma chez les Danois. Comment est-ce que le réalisateur te l'a expliqué ? Alors, lorsqu'on s'est rencontrés, lorsqu'il m'a envoyé son scénario, on s'est d'abord rencontrés en visio, et puis ensuite il m'a invité à passer une journée à Copenhague pour qu'on fasse plus connaissance. Il m'a vraiment raconté d'où venait cette envie pour lui de raconter cette histoire, ce véritable fait divers, enfin fait réel, donc qui est arrivé de cette histoire qui est le plus grand braquage d'argent de l'histoire du Danemark. Et un peu le traumatisme que ça a été pour la société danoise, qui est très particulière. Moi, je l'ai découvert en tournant là-bas, cette espèce de confiance qu'ont les gens les uns dans les autres. Enfin, il y a des gens qui laissent des poussettes devant des boutiques pour aller faire leurs courses, des vélos qui sont pas attachés dans la rue. Et quand on vient d'une société plus méditerranéenne comme nous, basée sur la méfiance, disons-le. Basé sur la méfiance, mais basé aussi après sur les côtés positifs, sur un côté joyeux bordel aussi, de pas être que dans les lignes. Moi, je me sens quand même plus proche de ça, j'avoue, que de la société scandinave. Mais il y a des choses vraiment appréciables là-dedans. En tout cas, ils ont été vraiment traumatisés. En gros, il y avait un dépôt d'argent avec une somme énorme de billets qui était laissé avec très peu de surveillance. Et donc une équipe de criminels professionnels, vraiment c'est pas des petits délinquants, c'est des gens matures de métier, de braqueurs, a trouvé cette faille, s'est organisé pour prendre cet argent, a pu le prendre. Et pour les Danois, il y a eu vraiment un avant et un après cette histoire. C'est un film qui est extrêmement tendu, physiquement comme nerveusement, entre démonstration de force et drame intime. Est-ce que c'est ce mélange-là qui t'a convaincu ? Certainement. Ce que j'ai beaucoup aimé et ce que j'aime chez les Scandinaves dans les films que j'apprécie de là-bas, c'est ce mélange entre des inspirations américaines et européennes. Et ça se ressent vraiment dans leur cinéma, c'est-à-dire qu'ils peuvent jouer avec différents codes, mais ils sont pas non plus dans les stéréotypes du cinéma américain uniquement. Et il y a vraiment une culture et puis une singularité, c'est-à-dire qu'ils arrivent à en faire quelque chose à eux. Qui ressemble à pas grand-chose d'autre. Et sur les films de bandits, entre guillemets, de thrillers et tout ça, ce sur quoi j'ai un peu de mal parfois en France, c'est le côté dialogué, bon mot, et finalement quelque chose qui joue peu sur le côté sensoriel du spectateur. Alors que là, c'était le projet, et c'est, je trouve, à l'arrivée, le film qui était proposé, le résultat, c'est quelque chose qui agit de manière assez claustrophobe pour le spectateur, et par l'image, le son, les acteurs, et je trouve que c'est intéressant. C'est ce qui m'a plu. On continue de parler de l'ultime braquage dans un instant. On écoutera aussi NTM et tout ça, ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Nova. NTM sur Nova, That's My People, est toujours en compagnie de Reda Kateb. Est-ce que je te demande si le choix musical te sied ? Ah, ça me sied parfaitement. Bon, c'est parfait. On parle de l'ultime braquage qui sera dans les salles ce mercredi. On en parlait il y a un instant, le film de braquage, c'est un genre en soi, mais ce que ce film-là a de particulier, ce sont les motivations des protagonistes qui sont de l'ordre du record à battre et le goût du risque. Ce ne sont même pas que des motivations financières. Est-ce que ça change un peu l'axe quand on y va ?
Oui, en tout cas, ça change de l'axe habituel de ce type de film à nouveau. C'est vrai que il y a des espèces de scènes obligées dans ce genre de film de braquage qu'on a l'habitude de voir et qu'on attendrait presque dès qu'on nous propose un film comme celui-là. Par exemple, la scène de boîte de nuit, la scène dans une superbe voiture, la scène où on profite un peu de cette vie-là, qui a quand même beaucoup d'inconvénients, hein, la paranoïa, le risque, la violence et tout ça. Là, c'est pas le cas. On a l'impression que ces personnages sont un peu... C'est presque un peu des prolétaires du braquage. Enfin, ils sont pas habillés d'une manière particulière. Ils roulent pas dans des voitures extraordinaires. Et il y a quelque chose de besogneux, de laborieux, et même d'assez, finalement, et c'est ce qui m'a plu, d'assez âpre et sale dans les figures des braqueurs. Il n'y a pas de romantisme de ça. On n'enjolive pas le panache de ces personnages. Ils sont à la fois, je trouve en tout cas, fascinants par ce côté record à battre, adrénaline, recherche d'être quelqu'un en faisant quelque chose de plus que la vie qui nous est proposée. Et en même temps, ils font un peu peur, quoi. Enfin, ils font même très peur. Il y a une violence, il y a un côté à la fois extrêmement adulte et structuré sur la manière de travailler sur leur braquage. Et c'est des sociopathes dans la vie quotidienne, quoi. Ouais, parce que ton personnage, Slimani, c'est ni un beau voyou, si tant est que cette figure mythologique existe, ni un bandit délirant. Il est vraiment entre douceur par endroits et extrême violence. C'est un personnage que moi, je qualifierais de reptilien, qui a un truc très froid dans la manière de faire les choses. Est-ce que le jugement moral a sa place quand il s'agit de choisir un rôle ? J'ai envie de répondre non. Ouais. Et je me suis toujours dit que je pouvais tout jouer. En même temps, peut-être qu'un jour, je me heurterai à ça lorsque je lirai un scénario sur un sujet qui me touchera d'une manière particulière. Mais non, dans l'idée, il ne doit pas avoir sa place. Je pense que pour des acteurs, vous voyez, je pensais au théâtre. Des actrices qui jouent des tragédies, qui mangent leurs enfants dans une pièce et qui, une fois le spectacle terminé, rentrent chez elles et donnent des haricots verts à leurs gamins. Voilà. On pose peut-être parfois plus cette question par rapport au cinéma, étrangement, comme si la représentation était différente. Mais parce que à rebours, il y a aussi cette légende qui veut, pour les comédiens, les comédiennes, qu'il soit beaucoup plus payant de jouer le méchant. Alors, payant dans quelle manière ? Dans l'exubérance du rôle, ce que ça peut amener en termes de récompense aussi, on va pas se le cacher. Enfin. Ouais, je sais pas. Moi, en tant que spectateur, avant d'être acteur, j'ai toujours été fasciné par les méchants. Oui, mais bien sûr. J'ai eu toujours beaucoup plus de jubilation à voir, je sais pas... Joker que Batman. Oui, voilà, exactement. Par exemple, Et non pas en m'identifiant, enfin, je pense pas. Non, bien sûr que non, mais par contre, sur ce plaisir-là de qu'est-ce qui va se passer. En fait, de personnages aussi sur lesquels on est toujours sur la brèche et on sait jamais ce qui peut arriver à chaque instant. Et puis, c'est vrai que pour des acteurs, je trouve, en tout cas, c'est marrant parce que j'en avais parlé une fois avec un acteur anglais et qui me disait méfie-toi des gens qui veulent toujours jouer des gentils. Et ça s'est un peu vérifié pour moi, c'est-à-dire que les acteurs que je vois jouer les méchants, souvent c'est des gens délicieux dans la vie. Et les gens qui veulent toujours jouer les gentils, je me méfie un peu, quoi. Ouais. Allez, go sur Wikipédia pour regarder tout un tas de films en disant voilà. Ok, mauvaise personne. Faut faire des statistiques maintenant. Ouais. Jouer en anglais, ça t'est déjà arrivé, que ce soit sur Lost River et sur Zero Dark Thirty. Est-ce que ça change quelque chose à ta musique habituelle ? Oui, et c'est ça aussi qui me plaît dans les expériences que je peux avoir de temps en temps à l'étranger. C'est tout d'un coup d'être sur un autre mode, même dans la vie quotidienne du plateau, en dehors des scènes qu'on tourne, de vivre en anglais pendant une période, et du coup de respirer la langue différemment, de l'accentuer différemment. D'être la même personne et en même temps de vivre comme dans une autre dimension pendant une période aussi, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît. C'est quelque chose qui est en même temps assez difficile sur le travail que ça demande. Ce film-là, moi, j'avais jamais eu autant de dialogue en anglais avant sur les autres expériences que j'avais pu avoir. Donc ça m'a demandé vraiment un gros travail de préparation.
pour me libérer. Non pas tant pour l'accent, parce que je pouvais garder mon accent français, vu que le personnage est d'origine marocaine, c'est pas un Américain ni un Anglais. Mais par contre, d'être aussi à l'aise que je peux l'être avec le français pour sortir parfois des lignes de dialogue, improviser, tout ça. Mais c'est très excitant et c'est à chaque fois des voyages. Ouais. Je mentionne également le nom d'un de tes partenaires de jeu, parce que vous formez une sorte de binôme façon yin et yang avec le personnage de Casper. Ouais. J'ai envie de tenter Gustav Giese. Allez. À l'allemande, hein, vraiment. S'il y a des personnes danoises qui peuvent écrire sur le... Parfois, surtout déjà en toutes mes excuses, je me confonds en excuses. Voilà, moi aussi d'ailleurs. Ouais. On s'excuse. Nouvelle pause musicale, on écoute Ben Harper avec Like a King. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Ben Harper sur Nova, Like a King. Et Ben Harper, parce que j'ai ouï dire qu'il a fait partie des artistes que tu as beaucoup écoutés, Reda Kateb. Vrai ou faux? Ouais, alors vrai, quand j'avais la vingtaine, pas mal. Et mes voisins, d'ailleurs, l'ont beaucoup écouté aussi à l'époque, parce que j'habitais au 10e étage d'un bâtiment et j'avais un djembé assez massif que j'avais rapporté de voyage. Et sur notamment ce morceau et un album de Ben Harper, je pense que un jour j'ai retrouvé une lettre dans la boîte aux lettres qui m'a demandé de calmer le jeu un peu sur la musique. Ouais. Il devrait s'estimer heureux que tu n'aies pas écouté Jamiroquai, parce que le didgeridoo au 10e étage, pas sympa. Vrai, si les voisins nous écoutent. Voilà, vous avez échappé à ça. Reda, en octobre dernier, sortait dans les salles obscures un film désormais dispo sur les plateformes légales, Sur un fil, réalisé par Reda Kateb et coécrit avec Fadette Drouard, inspiré du livre Le journal du docteur Girafe de Caroline Simmons, la fondatrice de l'association Le Rire Médecin. Choisir pour premier sujet des clowns pour les enfants hospitalisés, quelle drôle et géniale idée. Il y avait un double enjeu quand même, non ? Voilà, il y avait des enjeux multiples, mais il y avait un grand désir de raconter une histoire qui se passait dans ce monde-là. En tout cas, moi, c'est la découverte de ce monde des clowns à l'hôpital qui a déclenché mon envie de réaliser un long métrage, quoi. Mais parce que l'univers du clown, tu le disais, tu l'as bien connu. Puisque tu l'as été toi-même, dans un cadre très différent, certes pas à l'hôpital, mais est-ce qu'il y a une fascination pour cette figure-là ? Totalement, et même avant, oui, clown d'anniversaire, c'est vrai que c'est un peu anecdotique. J'ai été aussi au salon du camping-car et dans 2-3 endroits. Mais non, j'ai une fascination qui vient de loin pour le clown. J'adorais me déguiser en clown quand j'étais petit. Je crois que je suis d'une génération d'avant le clown joker, tueur, tout ce qu'il peut y avoir un peu d'anxiogène. Voilà. Pour moi, non, le clown, ça a été toujours... et le cirque, en général, ça a été toujours un accès vers la poésie. Et plutôt quelque chose, au contraire, des images réconfortantes, des images chaleureuses, des images douces dans mon enfance. Et j'ai retrouvé dans le travail que font ces gens dans les hôpitaux un lien avec ça, avec en plus une situation extrêmement particulière au carrefour entre l'art, le soin, et avec au centre des enfants qui se bagarrent contre des maladies extrêmement graves et avec une puissance de résilience énorme. C'est-à-dire que c'était un sujet qui me faisait peur en même temps, avant de commencer à y travailler. Et en allant à l'hôpital, en passant du temps en immersion avec les clowns, je me suis aperçu que la réalité était bien différente. Au casting, Aloïs Sauvage, Sarah Giraudot, Philippe Rebaud, mais pas Reda Kateb. Et non. Il n'en a jamais été question ? Un tout petit peu au début du projet, de la part de mes producteurs, dans l'idée de financer le film et tout ça, mais pour moi, réellement, non. Je m'étais dit à un moment que si un des acteurs se cassait une jambe ou quoi, j'allais y aller, mais seulement dans ce cas-là, quoi. La réalisation, t'en rêvais depuis longtemps, presque avant même de devenir comédien, si je ne m'abuse. Est-ce que c'est finalement le métier d'acteur qui t'a ralenti, ou au contraire, est-ce que jouer la comédie t'a permis de passer derrière la caméra ? Lorsque j'étais jeune, projectionniste, tout ça, c'est vrai que j'avais rêvé de réaliser des films sans vraiment non plus avoir une idée précise de ce que c'était.
Ensuite, le métier d'acteur, je dirais que c'est mon métier, hein, et que ce serait difficile de dire autre chose, ouais. Non, mais je veux dire par là que, en tout cas, c'est un métier que je connais et qu'aujourd'hui je peux continuer de pratiquer avec évidemment vertige à chaque nouveau projet et tout ça, mais en même temps une certaine expérience technique et puis une certaine diversité qui m'est offerte de pouvoir me balader entre le cinéma, le théâtre, des différents types de registres et tout ça. La réalisation, c'est autre chose. Pour moi, j'ai eu à un moment envie de faire un court-métrage, je l'ai fait, donc ce fameux court-métrage. Et puis ensuite, j'ai rien fait en termes de réalisation pendant 10 ans. Pendant lesquels régulièrement on me disait mais alors et puis des gens m'ont contacté pour même développer des scénarios ou des commandes ou faire écrire des choses et j'en avais pas la nécessité donc là aujourd'hui par exemple j'ai adoré faire sur un fil. J'adorerais à nouveau réaliser un film, mais je n'ai pas pour le moment de sujet ou d'histoire à raconter qui me fait éprouver cette nécessité. Donc je le ferai le jour où j'aurai une histoire qui me tiendra tant à cœur à raconter. Oui. Sur un fil, c'est aussi un très joli film sur l'importance du rire, et ce, quelles que soient les circonstances. Est-ce que tu pratiques à fréquence régulière ? Ah bah voilà, la preuve. Non, bien sûr, le rire est salvateur, nous permet de dépasser tellement de choses, mais les larmes aussi, hein. Et d'ailleurs, le clown provoque les deux, quoi. Enfin, dans les hôpitaux notamment. La mécanique même, quand il y a un Auguste et un... Enfin, il y a deux personnages qui sont là pour des raisons différentes. Ouais, il y a ça, et puis il n'y a pas d'injonction au rire. Moi, je sais que, par exemple, sauf quand c'est excellent. J'ai vu il y a pas longtemps je pense au Seul en scène. J'ai vu il y a pas longtemps le Seul en scène de Panayotis Pasco. J'étais à la fois mort de rire du début à la fin et je suis ressorti avec l'impression de sortir plus intelligent de ce spectacle. En revanche, souvent sur des Seuls en scène, ce qui me gêne, c'est la situation de on doit rire. Genre, je m'installe. La régularité, oui, et puis même, j'ai pris un billet pour rire. Donc, je m'installe et je suis déjà prêt à rire parce que j'ai payé pour passer une soirée comme ça et tout ça. Donc, non, ce que j'aime, en tout cas dans ces situations-là avec les clowns, c'est qu'ils libèrent les émotions. Que ce soit le rire, les larmes, que tout ça sort et que du coup, les enfants, les familles sont plus apaisés à la sortie des clowns dans ces moments-là. De rire, il sera également question juste après ce nouveau choix musical fait pour l'ancien projectionniste. On écoute Dusty Springfield, Son of a Preacher Man. Le score sur Radio Nova. Dusty Springfield sur Nova, Son of a Preacher Man, titre choisi pour, je crois, un fan de Pulp Fiction, Reda Kateb. Ouais, un grand fan de ce film qui a été un des premiers films où je me suis dit, waouh, on peut faire aussi du cinéma d'une autre manière. Ouais. Le 25 juin, tu seras aussi à l'affiche du nouveau film de Jean-Pascal Zadi, Le Grand Déplacement, celui prévu si la Terre devenait inhabitable, ce qui ne devrait pas tarder. Alors se prépare dans le plus grand des secrets la première mission spatiale africaine. Tu fais partie de l'équipage, mais au vu de la bande-annonce, ça n'a pas l'air gagné, hein. Vous voulez dire la conquête de l'espace ? Moi, j'ai vu la bande-annonce, tu t'y fais quand même particulièrement maltraité, si j'ai bien vu les images. Ah bon, on est tous, on se fait tous un peu maltraités. C'est vrai que c'est le propre du clown. Hein. Là, c'est vrai que pour le coup, c'est la première fois que je joue dans une pure comédie. Bah oui. Et évidemment, le clown, il est maltraité, il est inadapté, il est maladroit, et je me suis beaucoup amusé à jouer ce personnage dans cette équipe de dingo. Ouais. Alors, la comédie, il y en a peu dans ta filmographie, où il y a Omar la fraise, qui n'est pas vraiment une comédie, mais dans lequel il y a quand même des partitions qui sont assez drôles. Est-ce que c'est parce que celles qu'on te propose ne sont pas à ton goût, ou est-ce que c'est parce que finalement on t'en propose que peu ? On m'en propose assez peu, et parmi celles qu'on m'a proposées, elles ont souvent été peu à mon goût. En tout cas, Jean-Pascal Zadi, je crois que c'est une des personnes qui me font le plus rire en France. Et donc, quand il m'a proposé ce projet, j'étais un peu surpris au début. Aussi parce que on vous classe dans des familles ou dans des types de films, dans des types de registres.
chose que j'essaye toujours un peu de dégoupiller ou en tout cas de déjouer et de continuer de me promener dans des registres différents. Donc, quand il m'a proposé ce projet-là, j'étais assez surpris. Et puis à un moment, je lui disais, mais tu penses que je peux être marrant? Il me disait, mais t'as pas besoin d'être drôle quand tu joues la scène, t'inquiète pas, c'est le film qui va être, j'espère, marrant. Et donc je me suis complètement abandonné à cette histoire-là et à cette aventure. Oui, parce qu'on peut le jouer sérieusement. Moi, j'ai un souvenir de toi dans le magnéto d'ouverture des Césars, où tu jouais un méchant façon James Bond. C'était hilarant. Et le personnage est tout droit, pourtant. Enfin, c'est un méchant avec... Tout ce que ça implique de sérieux derrière un bureau, le chien sur les genoux. Ouais. Non, mais c'est sûr que l'acteur n'a pas à prendre en charge, je pense, le côté comique, sauf si, je sais pas, on fait de la grimace et des choses comme ça. Mais sinon, non, je pense... Enfin, en tout cas, moi, j'adore les acteurs qui sont les mêmes dans différents registres. Je pense à, je sais pas, un acteur comme Jonah Hill, par exemple. Ouais. Je le vois dans un drame et dans une comédie, il joue pareil, en fait. C'est juste qu'il tient son personnage et c'est le film qui raconte que c'est marrant ou que c'est triste. Est-il exact que tu es un grand fan de Step Brothers? Exactement. Frangin malgré eux. Ouais, ça c'est un film que j'adore aussi. Ouais. Registre de comédie très particulier parce que pour le coup ça joue. Les acteurs sont très impliqués. Will Ferrell comme John C. Reilly, ça donne de sa personne. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. C'est un truc vers lequel tu aimerais aller? C'est des films qui... Enfin, ça, c'est un film américain de certaines années et tout ça. Ça manque, des films comme ça, même venant des États-Unis. Donc, si en France, il y avait un film de cette qualité-là qui se faisait, j'aimerais bien en être, bien sûr. Je vais ouvrir des guillemets et citer... J'aurais jamais cru me retrouver sur cette scène un jour. Effectivement, le point de vue est incroyable. Je suis très touchée de recevoir ce César du second rôle. J'aime beaucoup les seconds rôles. Je trouve que ce sont des rôles qui ont cette chose collective de ce métier d'acteur qui n'est pas pour prendre toute la lumière ou se retrouver forcément au centre, mais pour raconter des histoires. Ça, c'est ton discours quand tu as reçu le César du meilleur second rôle pour Hippocrate. 10 ans plus tard, est-ce que cette place du second rôle, tu la vois toujours de la même manière? Oui. Ouais, totalement. En tout cas, j'ai jamais joué un rôle en pensant second rôle ou rôle principal. Ou il y a des rôles, quoi. Et il y a des histoires à raconter. Et je trouve que c'est très important pour les acteurs de ne pas s'emprisonner dans ces statuts-là. Ouais. Comme si on devait jouer d'une certaine manière un premier rôle ou un second rôle. Après, j'essaye quand même de choisir que des rôles qui vont me donner matière à challenge, matière à m'amuser, matière à me promener dans des endroits différents de choses que j'ai faites avant. T'as bien réussi ça quand même. Enfin, je veux dire, il y a pas tout est assez différent d'un rôle à l'autre pour le coup. Ouais, ça c'est vrai que j'ai pu en tout cas sur toutes ces dernières années explorer plein de personnages et plein d'histoires différentes dans aussi plein de pays différents. Donc je me promène, je me balade. On marque une courte pause publicitaire et on revient dans un instant. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Toujours en compagnie de Reda Kateb. Il y a un instant, on parlait de ton discours au César. Alors, catégorie César et comédie, j'ai une voix à te faire écouter aujourd'hui. Ça suffit! Vous avez assez bouffé! Il y a tout de même des limites! Allez hop! Remballez! Vous êtes la honte du paysage français. J'aime l'hiver parce qu'il m'épargne votre spectacle. On devrait créer des brigades esthétiques et interdire le port du survêtement en dehors de l'enceinte des stades. Oh, vous faites du mal, Michel. Ils vont se multiplier. Faut leur enlever la garde de leurs enfants. Jean Rochefort dans Tandem. Si je te passe un extrait de Jean Rochefort, c'est que d'une part, il a été ton parrain, je crois, au César. Ouais. Et que je crois que c'est un homme qui a une grande importance totalement. Pour toi. Ouais, totalement. Le jour où j'ai reçu ce César du second rôle, meilleur second rôle, il était en face de moi dans la salle. Et, tu lui as adressé un message. C'était une grande émotion d'être face à lui, d'autant que 2 ans avant, je crois, il avait été mon parrain lors des révélations au César et il avait continué gentiment de m'appeler de temps en temps, de prendre des nouvelles. Et cette notion de transmission est très importante pour moi. Je pense que on a besoin à un moment que des gens que vous admirez vous tendent la main, vous fassent confiance, vous portent de l'intérêt et que ça vous donne des ailes. En tout cas, ça peut vous donner des ailes.
Et ça a été un peu le cas grâce à Jean Rochefort notamment. Ouais. Et aussi ouais, ça, justement, sa qualité d'acteur, c'est-à-dire la liberté qu'il avait, le fait de pas prendre les choses tant que ça au sérieux, de plus il vieillissait, plus il était enfantin, et je pense, oui, de jamais avoir, être rentré dans le sombre et le sérieux de ce métier, sur tout ce qu'il peut représenter autour en termes d'image et tout ça. Il y avait quelque chose de dilettante dans toute cette bande du conservatoire d'ailleurs, hein, Rochefort, Marielle, Belmondo, qui je trouve sont des vrais exemples à suivre pour nos générations. On parlait de la grande variété des rôles que tu as interprétés. Si je te demande aujourd'hui celui dont on te parle le plus souvent. Celui dont on m'a parlé le plus souvent dernièrement, c'est beaucoup Hors Normes, qui est repassé à la télé. C'est aussi au rythme des rediffusions télé que les choses arrivent. Sinon, évidemment, Un Prophète, qui est un film quand même... Enfin, je pense qu'on n'a pas l'occasion forcément 10 fois dans une vie de faire un classique, mais là, c'en est un. Classique instantané en plus, c'est quand même fou. Ouais, c'était notre Normalement, premier film. Normalement, il faut des années avant que ça devienne un classique. Là, c'est devenu un classique direct dès la sortie, ce qui est quand même assez inouï. Ça a été quand même un film qui a marqué et qui continue de marquer encore même des jeunes générations qui peuvent le découvrir et tout ça. Donc, on m'en parle souvent. Et ça doit être pourtant un des films sur lesquels j'ai tourné le moins de jours dans toute ma filmographie. Donc, je sais plus combien j'ai fait, je crois une 15aine de jours sur Un Prophète. Mais après, l'histoire globale de ce tournage, ça a été aussi tout le temps de préparation, au-delà des jours de tournage, et puis de l'histoire qu'on a vécue après la sortie ensemble aussi. Ouais. Et depuis, Jacques Audiard n'a rien fait. C'est ça qui est fou quand même. Non, pardon, je plaisante. Très mauvaise blague. Allez. Tu es remonté il y a peu de temps sur scène pour jouer Par les villages de Peter Handke. Et je crois que c'était très important pour toi parce que ça faisait très longtemps que tu n'avais pas pratiqué les planches. Absolument. Je pratique les planches de temps en temps pour des lectures. Je fais de temps en temps des lectures dans des théâtres. Et pour Par les villages, c'était la dernière fois que j'avais joué réellement dans une pièce de théâtre, c'était il y a 16 ans. Et depuis, j'étais très occupé à tourner des films et j'avais très envie, et ça me manquait, la scène. Jusqu'à ce qu'un jeune metteur en scène qui s'appelle Sébastien Kéroufi m'écrive un mail, me propose de jouer dans cette pièce, avec l'histoire d'un écrivain qui rentre dans son village, qui s'appelle Grégor, donc le personnage que je joue dans cette pièce, que j'ai joué, et avec l'idée de jouer à Ivry-sur-Seine, la ville où j'ai grandi et où j'ai vécu jusqu'à 33 ans, quelque chose comme ça. Et il trouvait que ça faisait sens dans l'idée que je fasse mon retour au théâtre avec le retour de cet écrivain dans son village, qui se confronte à sa famille et puis un peu à ce qu'il est devenu aussi. C'est aussi une histoire de transfuge social et de qu'est-ce qu'on fait des personnes qu'on a pu laisser sur le chemin et quels liens on fait entre notre vie d'avant et notre vie d'aujourd'hui. Quoi. Donc ça faisait sens. Donc je l'ai rencontré, j'ai adoré la rencontre avec lui et puis on a pu travailler ensemble. On a joué cette année au Festival d'automne à Beaubourg et puis un petit peu dans plusieurs théâtres, dont le Théâtre des Quartiers d'Ivry. Retour sur les planches bientôt ou pas alors ? Et très donc, en tout cas, ça a été des grandes retrouvailles avec le théâtre. J'ai vraiment eu l'impression de revenir aux sources, de revenir à même la source de mon métier aussi, qui a cette chose différente du cinéma où il faut en permanence se réinventer. Au cinéma aussi, hein, le cinéma est magique, mais aussi au théâtre, quand vous faites une représentation, si elle est super bien, est-ce que demain ça va être super bien ? Si elle est pas terrible, vous vous dites demain je vais pouvoir me venger. Et en tout cas, le travail il est à remettre sur l'établi tout le temps. Et il y a ce côté artisan vraiment que j'aime beaucoup et puis cette adrénaline de la scène aussi qui est d'où je viens et à laquelle je suis revenu. Donc c'est en tout cas des retrouvailles que j'aimerais poursuivre dans le temps. Ouais. Mais à nouveau, comme pour faire un film, jouer dans un film ou quoi, il faudrait que le projet fasse sens. C'est pas l'idée de revenir au théâtre pour revenir au théâtre. Ouais. Dernier titre choisi par mes soins avant de te laisser la main, puisque c'est toi qui programmeras la dernière demi-heure de musique de cette émission. Okay. C'est un des titres qu'on entend précisément dans la bande originale de Step Brothers. On écoute Vampire Weekend, A-Punk.
Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to fall. Oh, fucking hell. Vampire Weekend sur Nova, A-Punk, qu'on pouvait entendre dans le film Step Brother, donc choisi pour Reda Kateb, qui aime ce film. Je vous le dis, si vous avez un rôle de... Alors plutôt le rôle de John C. Reilly ou plutôt le rôle de Will Ferrell? Ah là là, c'est dur d'être Will Ferrell. Je dirais plutôt du coup John C. Reilly. Ouais. Bah ouais, bien sûr. Et John C. Reilly, il a cette chose de jouer aussi dans des drames et des comédies. Ouais, c'est... Entre Jude Apatow et Paul Thomas Anderson, c'est lui le chaînon manquant en fait. Exactement. Ouais, bah oui. Ouais. Reda, avant de se quitter, une épreuve, une première, avant de passer à ta playlist. Une rafale de questions sur la musique. L'idée, c'est pas de réflexion. Il faut répondre du tac au tac. Et moi, j'ai pas le droit de te demander de justifier tes réponses. Je sais pas si je vais y arriver, mais je vais faire de mon mieux. Je vais essayer. Si. Allez, c'est parti. Quel est le titre qui symbolise le mieux ton enfance? Ouvrez la cage aux oiseaux de Pierre Perret. Très bien. Le titre de ton adolescence? Shine on Your Crazy Diamond de Pink Floyd. Ton hit de karaoké? Les portes du pénitencier vont se refermer. Johnny Hallyday, donc. Ouais, vraiment tranquillement. Allez. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists? Michel Berger, Les Princes des Villes. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse? Working Day and Night, Michael Jackson. Ouais, c'est ça. C'est ça, Working. You got me working Day and Night. Ouais, voilà, c'est bien ça. sûr. Ouais. C'est toujours mieux quand c'est chanté par moi, vraiment, là, on est tranquille. Surtout le titre... après un long silence. Ouais, bah oui. La honte est un sentiment qui m'est assez étranger. Le titre qui te fait immédiatement sortir de la piste de danse? Le Connemara de Sardou. Vraiment, ça devient récurrent ici, c'est vraiment le titre de La Lumière Ménage. Ta chanson de comédie musicale même préférée? Avant la fin de soirée. Mais si on met ce titre à l'apéro, je pars. Ta chanson de comédie musicale préférée? Ciné comme scène, non? De comédie musicale? Waouh. Fly Me to the Moon. Ça, c'est de la comédie musicale. On va partir du principe que oui. Le titre que tu as le plus écouté ces derniers jours? C'est Fame de Jeezy du Wu-Tang Clan. Très bien. Et la chanson dont tu as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête? Catégorie pénible. C'est Stockholmski. Ah non, mais du coup, c'est pas un truc entêtant pour moi ces jours-ci. C'est plus un truc si où on une me fois que tu l'as, c'est fini, c'est mort. C'est. J'ai bien une idée, hein, mais. Image, les démons de minuit. Ah oui, c'est vrai, ça y est, je l'ai. Ça y est, ouais. C'est horrible. Ouais. Ah bah, moi j'avais le 45 tours et j'avais même fait une chorégraphie avec mes amis au centre de loisirs quand j'étais petit. Y a-t-il une vidéo de cet instant? Non, parce qu'il n'y avait pas encore de vidéo. La vidéo n'avait pas été encore inventée. Merci beaucoup Reda Kateb. Je rappelle donc que l'ultime braquage de Frédéric Louis Havid, c'est la dernière fois que je vraiment massacre son nom. Je le verrai dans pas longtemps, je lui demanderai comment prononcer son nom. Ce sera dans les salles ce mercredi et on passe donc à ta playlist. Tu as choisi pour démarrer Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Pourquoi elle? Après avoir parlé de Nina Simone, je trouve que c'est une immense chanteuse, une immense artiste qui est partie extrêmement tôt, mais qui reste par une vibration vraiment particulière de ce qui se passait quand elle avait un micro devant elle et qu'elle chantait. Le score sur Radio Nova. NTM sur Nova et pour clore le score consacré à Reda Kateb, merci mille fois d'être passé par ce studio. Merci pour ce moment. Et je rappelle que l'ultime braquage c'est dans les salles mercredi, il est 20h, il est grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.